Les témoins. Qui brûle le feu, qui noie les orages. Je suis dans l'ombre de vos pas. Je suis le souffle dans votre nuque. Parfois je suis en vous, parfois je suis vous, chacun de vous. Ce soir, je serai dans un de ces comédiens. Ce comédien tentera de me fuir en changeant de personnage. L'autre comédien sera le juge. Je voudrais une chambre. Partez. Y a-t-il un autre hôtel par ici? Ils ont tous fermé. Je retourne dormir. Les clés sont accrochées, vos chambres sont vides. J'ai reçu des ordres. Quand il arrive, l'hôtel doit être inoccupé. Dommage, vous êtes mon premier client depuis 2 semaines. Qui doit arriver? Un juge? Comment vous le savez? L'hôtel doit rester vide pour ce juge. Moins il rencontre de gens, mieux ça vaudra. Vous l'avez déjà rencontré, ce juge? Non, mais je le reconnaîtrai. Tous les juges atteignent les 2 mètres. Leurs moustaches sont longues. Ils portent tous la moustache. Pour impressionner l'innocent et le transformer en coupable. Leurs vêtements sont en soie. Même en hiver. Au-dessus, ils mettent des fourrures, du renard, du bison. Vous avez déjà vu un juge, madame l'hôtelière? Des dizaines. Vous êtes une proie rêvée pour un juge. Vos yeux sont cernés. Un juge vous trouvera un visage de criminel. Ont-ils un signe distinctif, ces juges? Vous voulez parler de la bague? À quoi ressemble-t-elle, cette bague? Il y a un dessin. Mais à votre place, je m'enfuirai. Quel dessin? Une balance. Comme celle-ci. Vous l'avez trouvée où? Il est interdit de la porter. Sauf si on est juge. Le garde-chasse peut vous arrêter sur le champ, vous faire tuer. Quand on est juge et que l'on porte cette bague, la police doit vous obéir sans la moindre hésitation. Les citoyens doivent répondre à vos questions sans mentir. Les hôteliers doivent vous loger sans poser de questions. Vous êtes le juge? Si je ne l'étais pas, je ne porterais pas cette bague. Je suis désolée. Je suis même très désolée. Vous avez peur de moi. Mais je ne suis là que pour appliquer la justice. Je n'ai fait que 3 mois et demi de prison. Pour un juge avec 15 ans de carrière, c'est tout à fait honorable. En effet, certains juges, d'après ce qu'on m'en a dit, des juges pourtant distingués et respectables, ont plusieurs années de prison à leur actif. Mais je me présente, j'aurais dû me présenter dès l'abord. Excusez-moi, monsieur le juge. Alizée Delperlange, c'est moi, au nom du conseil communal, et sur leur instigation tout aussi évidemment, qui vous ai fait appeler. Vous êtes la bourgmestre. Une des échevines. Le bourgmestre étant à Marienbourg pour une maladie qui ne finit pas, et Damien Daniel-Bizot, le bourgmestre, faisant fonction lors de toute absence de Thomas Larignal, le bourgmestre, étant parti en Angleterre chez sa sœur, un voyage de 2 ou 3 mois de nos jours. C'est donc moi qui vous ai requis pour cette affaire. Toute conciliation étant malheureusement impossible, la venue d'un juge, vous en l'occurrence, devenant inévitable. Voilà, c'est une affaire de, vous le savez sans doute, au moins dans les grandes lignes. Ne trouvez-vous pas un peu ridicule d'appeler un juge depuis une des capitales pour une affaire pareille? Selon votre point de vue, je certes conçois que ce n'est jamais qu'une toute petite affaire de convoisinage, avec des tenants minuscules et des aboutissants tout aussi minuscules. Mais sachez, monsieur le juge, et je lis 2 recherches indiquées dans les annexes qui vous fut envoyées par le garde-chasse faisant fonction d'agent de police, sachez que cela fait plus de 17 ans que ce conflit envenime les relations intervillageoises de l'entité de Guéroindal. Chaque membre de notre communauté ayant pris un parti, ou à l'inverse, le parti adverse, et à la longue des années, avec une exponentialité de la véhémence telle que cela a occasionné
maintes et maintes gros, disputes, divorces. Si, des divorces. Il nous faut donc l'intrusion d'une personne extérieure à la bulle villageoise pour que la bulle enfin soit crevée. Je dois signaler néanmoins que personnellement, Merci. Vous voulez que je vous parle quand même Pourtant, il serait intéressant que vous ayez mes lumières qui n'ayons pas peur de... J'ai lu le dossier. Maintenant, je dois voir des visages et entendre des voix. J'ai entendu parler d'une bière. Une bière? De la région? De ce village? Qui a bien pu propager de telles inepties? Dans tout le Viroval, personne illégalement, hors des officiels guides des brasseurs, ne brasse de bière, et surtout pas une bière interdite au regard de la loi. Car de plus, mélangée à plusieurs substances illégales, dont certains champignons mortels si on en dépasse une certaine dose, ou hallucinogènes au-dessous de cette certaine dose, ce serait alors... Je ne veux pas enquêter sur cette bière. Je veux la boire. On ne peut pas être un véritable amateur de bière, paraît-il, si on n'a pas goûté la bière bleue de Trègne. Qui vous a dit qu'elle était bleue? Ce ne sont que calomnies, car je vous l'assure, aucune bière n'est fabriquée à partir de l'eau du Viroin, et aucune n'est parfumée à la sauge, en tout cas pas ici, dans le périmètre aussi présent de notre commune. Je trouverai cette bière, avec ou sans regret. Me mentir ne serait pas seulement idiot, mais aussi dangereux. Je suis le juge! Oui, monsieur le juge. Il faut obéir au juge. Oui, monsieur le juge. Vous vous appelez donc Loïc de Vos? C'est cela, monsieur le juge. Exposez-moi votre version de l'affaire, monsieur Loïc de Vos. Il était obligé, monsieur le juge. Obligé de quoi? Qui est obligé? Macaire, il était obligé, monsieur le juge, de mettre une barrière. Entre votre terrain et le sien? C'est cela, monsieur le juge. Et pourquoi est-il obligé? Pour le bétail. Quel bétail? S'il y a du bétail, monsieur le juge, il faut une barrière. Dans les documents, aucune mention n'est faite de bétail. Vous avez du bétail? Non, monsieur le juge. Et le dénommé Macaire, il n'en a pas non plus, me semble-t-il. Il y a des poulets, Macaire, monsieur le juge. Mais du bétail, non. Alors pourquoi voulez-vous qu'il y ait cette barrière entre vos deux terrains? Parce qu'il est obligé, monsieur le juge. Vous faites ça pour l'hériter? Pas du tout, monsieur le juge. C'est triste de faire ça à Macaire. Vous avez bien des raisons pour entreprendre cette procédure. Pouvez-vous les détailler? Je préfère pas, monsieur le juge. Ne pas donner vos raisons ne va pas favoriser votre cas. Je suis désolé, monsieur le juge. Depuis combien de temps le connaissez-vous, le dénommé Macaire? Depuis avant ma naissance, monsieur le juge. Il a toujours été votre ennemi? Cuit et chemise, nous étions, monsieur le juge. Jusqu'il y a 7 ans. Il y a 7 ans, nous sommes devenus des ennemis. À cause de cette histoire de barrière? Pas seulement. Je vais vous le dire, puisque tout le monde va vous le dire. Ma femme m'a quitté. Et elle s'est mise avec Macaire. Mais je n'en veux pas beaucoup pour ça à Macaire. Il vous prend votre femme et vous ne lui en voulez pas? Si, mais pas beaucoup. Vous la connaissez pas, ma femme, non? Et puis, il y a les fantômes. Quoi, il y a des fantômes dans cette affaire? Il y a des fantômes dans le terrain de Macaire. Et parfois, ils débordent chez moi. Vous comprenez, monsieur le juge? Une barrière, ça les arrêterait, non? Non, les fantômes n'ont aucune réalité. Vous ne croyez pas aux fantômes, monsieur le juge? Je ne les aime pas. Personne ne les aime. Repartons depuis le départ, vous voulez bien? D'accord. Votre prénom est Kevin, votre nom Macaire. Kevin, ma mère me fait appeler lui. Et votre père? Mort, déjà, enterré avant ma naissance. Dans le dossier, j'ai trouvé quelques contradictions. Normal, je sais pas vous à la Bible, mais ici les choses sont une chose et autre chose elles sont. Comprenez-vous? Dans ce document-ci, il est indiqué que vous êtes né en janvier 2004, le 12. Oui. Et là, le 27 décembre 2006. Oui. Alors vous êtes né quand? Vous voyez. Je suis un juge. Pour moi, par axiome, il n'existe qu'une et une seule réalité. Mais pour moi aussi, mais pas pour la réalité. Je vous donne un exemple. Parfois le matin c'est le matin et parfois pas. Un autre exemple, l'eau du Viroin. Quoi à propos de l'eau du Viroin? Vous voyez, et les femmes. Quoi à propos des femmes? Vous voyez. Non, je ne vois pas. Mais des mystères tout autour de nous. Dans mon terrain, au terrain de Vos, des mystères. Quel mystère? Ah, ça, si je le savais, les mystères, je ne sais plus. Hein. Mais De Vos, il a toujours eu des mystères. Et son père aussi. Quoi, son père? Et sa mort du père. Comment est-il mort, son père?
Vous voyez. Vous dites encore une fois, vous voyez, et je vous fais mettre au cachot. Mais c'est pas moi! C'est De Vos, à cause de Julie. Qui est Julie? Sa femme, ma femme. Votre femme à tous les deux? Non, sa femme, puis ma femme. Il y a 7 ans. 7 ans quoi? Elle a quitté Louis de Vos il y a 7 ans. Comment vous savez? Pourquoi l'a-t-elle quitté? Oh, ça c'est toute une histoire. Hein. Mais je crois que les chaussettes, le vrai problème c'était ça. Ils se sont séparés à cause de chaussettes? Des mystères aussi dans les couples il y a. Hein. Vous voyez, Pourquoi ne voulez-vous pas mettre une barrière entre votre terrain et le sien? Obligé quand même, je suis pas. Probablement pas. Non. Alors pourquoi m'enterrais-je une barrière? Pourrais-je voir le terrain qui fait l'objet du litige? Ah ça, au fantôme, il faudra demander. Ces fantômes, ils ont un représentant? D'ordinaire, ils en ont toujours un. Nous n'utilisons pas le terme représentant, c'est un terme purement citadin. Être fantôme à la ville ou à la campagne, c'est très différent. En quoi? Nous, le vent nous traverse. Vous n'aimez pas les fantômes, monsieur le juge? Je n'y crois pas. Eux-mêmes n'y croient pas. Si vous n'êtes pas un représentant, comment vous nomme-t-on? Je suis concierge. C'est vous qui m'avez fait venir. Non, c'est Loïc De Vos et Kevin Macaire pour leur affaire de barrière. Mais oui. Je connais vos manigances à vous les fantômes. Vous me faites venir ici pour une affaire sans importance. En fait, vous voulez que j'enquête sur une vieille histoire qui ne peut pas être élucidée parce que, primo, les fantômes ne sont pas inclus dans le code pénal. Que secondo, un autre juge a certainement été en charge de cette affaire et donc je ne peux pas surenquêter. Et que tertio, le corps de la victime a probablement été enterré et s'est désagrégé. Ce qui de facto enterre et désagrège toute la procédure. Pourrais-je aller examiner ce fichu terrain en compagnie du garde-chasse faisant fonction d'agent de police? Nous vous aiderons, monsieur le juge. Vous êtes venu ici pour combattre le mal. Je suis venu ici à propos de cette histoire de barrière. Je n'enquêterai, je jugerai. Je ne condamnerai qu'à propos de cette barrière. Et j'étais clair, monsieur le concierge des fantômes. Le mal va ressurgir, monsieur le juge, devant votre nez. Ça, c'est rien. Oh, rien, pas grand-chose. Une fillette tuée. C'est rien pour vous? Dis-moi quelle fillette, hein. Pour nous, pas grand-chose. Et cette affaire de barrière, ça c'est... C'est la première fois que je découvre un corps. Et j'ai vu de Maccabée, vous? Si, j'en ai vu des centaines, mais c'est la première fois que c'est moi-même que je découvre sur les lieux d'un crime. Cette fillette était-elle un rapport avec Loïc De Vos? Non. Et avec Kevin Macaire? Car Qui était cette fillette? personne. Vous la connaissiez? Mais tout le monde ici. Alors dites-moi qui elle était. Et personne, j'ai dit. Je vous pose des questions, garde-chasse. Vous devez y répondre, sans dévier. Monsieur le juge, Vous êtes un garde-chasse faisant fonction d'agent de police, un accessoire des forces de l'ordre. J'ai autorité sur vous.
Vous me devez respect et diligence stricte. Si vous déviez encore, je vous condamne pour outrage à magistrat et je vous fais fesser en public. Mais pour faire ça tout de même. Pourquoi cette fille n'était-elle pas grand-chose pour vous? Une fille des Flamands? Qui sont ces Flamands? Des Flamands. Ils sont ici depuis quand? Oh, ils sont arrivés au début des années 70 du siècle dernier. Le grand-père, l'arrière-grand-père de la petite. Ils parlent toujours le flamand? Grand-père peut-être. Il a peut-être oublié, il est mort aussi. Ça fait plus de 80 ans qu'ils sont ici, et vous continuez à les appeler les Flamands? Et ce sont des Flamands. Et vous les considérez comme pas grand-chose. Des pauvres, ces Flamands. La loi protège et condamne aussi les pauvres. Ils boivent, ces Flamands. Beaucoup de gens boivent dans tout le pays, surtout chez vous. Il y a une bière, paraît-il. Quelle bière? Une bière bleue. Ah ouais, mais ils boivent mal, ils mélangent, ils gueulent tout le temps. Vous n'allez pas ouvrir d'instruction judiciaire pour le corps de cette petite fille? Faut faire, on a toujours fait comme ça ici. Ce n'est pas la première petite fille morte que vous trouvez? 7e? En combien de temps? 3 ans. Toujours des pas grand-chose, hein. Des petites filles arabes, des petites filles ciganes, des petites filles en transit. Ça vaut pas une enquête. Vous avez quel âge? 28 ans. Vous êtes trop jeune. Tu es le juge? Vous êtes le père de la victime? Son grand-père. C'était ma petite fille. Je suis désolé. On l'a sali avant de tuer. Tu as trouvé? C'était qui le salopard qui a fait ça? Ni l'officier de police faisant fonction, ni le conseil communal ne demande une enquête. Je ne peux rien faire. Elle a souffert. Vous avez bu. La bière bleue depuis ce matin. Et je vais te tuer. Quoi? Tu veux pas manger ma petite fille? Je veux, je ne peux pas. J'ai vidé des gorées de leur sang. J'ai étranglé des molosses. J'ai décapité des poulets avec mes dents. Enfin, quand j'en ai fait encore des dents. J'avais pitché de cette bestiole, fallait bouffer, quoi. Et toi? Aucune pitié. Aucune pitié pour tous ces salopios qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas manger la langue de ma petite fille. Serais-tu prêt à prendre des risques pour ta petite fille? Oh, je veux bien risquer ma vie et celle de tous les Balaquais. Foi de Beaufort Balaquais. Tu es un très vieil homme. Ouais, ben, j'ai bien connu le XXe siècle. J'ai une idée. Mais tu devras peut-être mourir. J'aurais dû mourir avant ma petite fille. C'est quoi je dois faire? Et c'est quand je dois le faire? Demain soir, pendant le conseil communal. Contre toi, c'est sûr, le conseil communal demandera une enquête. Et encore, demanderont-ils vraiment une enquête? Mais enfin, comment, dans une pareille situation, comment pourriez-vous croire une situation où il est question de meurtre, de tentative? Comment croire que nous n'intenterions pas une action judiciaire? C'est Talton, cette vermine non-votante, qui lui et les siens vite au crochet de notre communauté, ce Beaufort de Vadaquer a hier soir, en plein conseil communal, tenté de m'assassiner, de me tuer. Tuer ou assassiner, Madame l'échevine des perdants? Pardon? Vous parliez de tuer puis d'assassiner. Je vous demande de choisir. Bah, c'est pas équivalemment la même chose. En droit, aucun mot n'est le synonyme exact d'un autre mot. Alors de la tuerie ou de l'assassinat, que me conseillez-vous? Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces dénominations. Dans laquelle de ces prénominations, non, de ces dénominations, le prévenu a-t-il le plus de chances d'être exécuté? Vous le voulez donc mort. Ah ben lui aussi m'a voulu bel et bien mort. Pour la peine capitale, le plus sûr, c'est le chef d'accusation de tuerie. C'est un terme générique. Il y ait tentative ou acte n'y change pas grand-chose. En revanche, pour l'assassinat, il y a des... Tuerie donc. Accusez le prévenu de tuerie. Je ne préfère pas. Pourquoi donc enfin? Si je ne parviens pas à prouver la tentative de tuerie, j'encourrai la peine maximale en miroir, c'est-à-dire la mort. Tandis qu'avec l'assassinat, au moins, je ne risque que la prison à vie. Monsieur le juge, le couteau a été planté, enfin tenté d'être planté, hier soir en plein conseil communal. Plus d'une dizaine de témoins, réunis en pleine réunion, corroboreront qu'il y a bien une tuerie tentative tout au moins. Vous voulez donc l'accuser de tentative de tuerie? Je ne veux que cela. Bien.
En ma qualité de juge fédéral dépêché dans l'entité communale de Viron-Aval, et à la demande du conseil communal, j'accuse M. Beaufort-Vanacker de tentative de tuerie, ouais! Je vais faire dresser les préparatifs de sa pendaison. La coutume dans la région étant à la pendaison. C'est prématuré. Comment ça? Pour un assassinat, dès que l'accusation a été prouvée puis prononcée, la peine peut être exécutée sur le champ, pas pour une tuerie. Un assassinat, juridiquement, est un acte détaché de toute justification. Une tuerie, par contre, doit être pondérée par sa justification. Pondérer? Quelle signification faut-il donner à pondérer dans un contexte tel que l'ici et maintenant? Il faut établir si le prévenu avait une raison pour tuer. Alors qui doit établir cela? Le juge. Et si les raisons sont valables pour le juge? Cela atténue la peine. Jusqu'à quel point peut-il la calmer? Jusqu'à l'acquittation? Si les raisons sont estimées valables, le prévenu peut éventuellement être acquitté. Cela s'est déjà vu, surtout quand il n'y a pas eu tuerie effective, mais seulement tentative de tuerie. Comme dans l'affaire qui nous occupe. Vous m'avez roulé avec le juge, dans la farine, avec tout le respect que je vous dois. Ces raisons à cette tuerie, comme vous dites, sont situées dans cette affaire malheureuse de la petite. En enquêtant sur cette tuerie, vous enquêterez sur cet accident. C'est vous qui avez réclamé la tuerie, pas moi. Je me serais contenté de l'assassinat. Chercher les raisons d'une tuerie, c'est toujours plus compliqué. Il va falloir creuser. Mais revenons-en à l'affaire de la barrière, Madame Julie Martin, de votre nom de jeune fille. D'ailleurs, c'est le seul nom que j'ai pour vous. Les papiers officiels ne sont pas clairs. Êtes-vous officiellement l'épouse de Kevin Macaire? Je suis la femme de Loïc de Vos. Mais vous vivez avec Kevin Macaire. Ouais, depuis 7 ans. Mais je suis pas sa femme. Je suis la femme à De Vos. Pourquoi n'avez-vous pas divorcé du dénommé Loïc de Vos? Bon, on n'était pas mariés. Sur cette affaire de barrière, vous en savez plus, j'imagine. Non. Votre mari, enfin votre compagnon actuel, il doit bien vous en parler tout de même. Quand il parle, je n'écoute pas. Pourquoi? Mais j'ai d'autres choses à faire. Quelle chose? Des choses de femme, ça vous regarde pas. Savez-vous que vous risquez le cachot en refusant de me répondre, madame? Je m'en fiche. J'enquête sur une affaire très sérieuse, une tentative de tuerie. Je m'en fiche. Des petites filles ont été tuées, vous vous en fichez aussi. Aucune n'était ma petite fille. Vous avez des enfants? Non. Je ne sais pas si vous êtes très intelligente ou très idiote. Pourquoi vous m'insultez? Excusez-moi, madame. Vous venez de la grande ville et vous croyez tout savoir. Je ne voulais pas vous froisser. Je ne suis pas un tissu. Je ne suis pas une coquille de la ville. Je suis une caille des campagnes. Une caille. Je ne touche pas facilement, moi, pas comme vous. Moi. Vous de la ville, vos femmes écartent les jambes. Il suffit de demander. Vous de la ville, vous vous mélangez avec les whisky et les macaques. Vous de la ville, vous mettez vos chapeaux sur votre cul et vos pantalons sur votre tête. Vous de la ville, vous ne parlez pas, vous vomissez. Vous ne rêvez pas, vous pensez. Vous ne baisez pas, vous brûlez. Vous êtes déjà allé en ville? Non, je veux pas. Ça pue là-bas. C'est vrai qu'il y manque le merveilleux parfum du purin. Du lisier! Pardon? Du lisier, pas du purin. Les leucines poussent sur le lisier, pas sur le purin. De mars à juin, parfois plutôt, s'il était doux. D'accord, mais... Vous avez déjà vu les leucines? Une petite fleur blanche. Elles ont des propriétés, paraît-il. Certains disent contre la grippe, d'autres disent contre les boutons de la peau. Faut essayer. J'imagine. Monsieur Etterlich, je vais poser quelques questions. Je suis pas le meilleur de vous deux. Il y en a des meilleurs. Surtout à l'Est. Là-bas où ils commencent à parler allemand. Questionnez-les, eux. Les questions n'ont rien à voir avec la médecine. La médecine est morte. Faut revenir aux plantes. Je voudrais que vous me parliez de votre fille. Edith? Non, Micheline. Pourquoi? Elle est morte. Je veux pas en parler. Vous devez. J'enquête sur sa mort et sur celle des 6 autres petites filles, dont Chantal Vanacker qu'on a découverte hier. Et si je réponds pas?
Mais pourquoi êtes-vous si réticent dans tout ce village? Jamais jusqu'ici je n'ai eu à menacer autant de témoins. Ma tâche, c'est de trouver l'assassin de votre fille. C'est qui l'assassin? Mais je ne sais pas encore. C'est pour ça que je vous questionne. Ah oui. Donc, racontez-moi comment cela s'est passé. Quoi a passé? Le décès de votre fille, monsieur Derlick. Micheline? Oui, le décès de Micheline. Parce que l'autre, Edith, elle n'est pas morte. Je sais. Expliquez-moi le décès de Micheline. J'étais pas là. Je l'ai trouvé après. Le tueur s'est déjà enfui de la maison. Où étiez-vous pendant ce temps? Dans la forêt. Je cherchais des pins brûlés. Vous savez, c'est quand en août ou en septembre, le soleil chauffe tellement que les pins... De quelle à quelle heure étiez-vous en forêt ce jour-là? Longtemps. En forêt, je pars toujours avant que le soleil se lève. Et vous êtes revenu quand? Il faisait nuit, et je l'ai trouvé. Où l'avez-vous trouvé? Dans le grenier. Comment avez-vous fait pour la trouver dans le grenier? Je comprends pas. Quand vous êtes rentré, vous êtes monté tout de suite au grenier? Oui. Vous saviez qu'elle serait au grenier? Où ça ailleurs? Elle était au grenier, alors je suis allé au grenier. D'habitude, elle va au grenier. Jamais. Elle vous a dit que ce jour-là, elle serait au grenier. Parce qu'elle était au grenier. Pourquoi êtes-vous allé au grenier? Bah, parce qu'elle était au grenier. Vous saviez qu'elle serait au grenier? Bah oui, puisqu'elle était au grenier. Vous saviez qu'elle était morte? Bah non, ça c'était la surprise. Et votre autre fille, Edith, c'est ça? Elle était chez sa tante. C'est encore un bébé. Depuis que ma femme est morte, ma belle-sœur, elle s'occupe des petits. Elle est morte d'une infection, ma femme. Enfin, c'est ce qu'il a dit le médecin qui est venu de France. Il vient plus, lui. Ou alors il est mort. C'est pour ça que je suis devenu rebouteux. Je sais. Je suis pas le meilleur de rebouteux. Vous me l'avez déjà dit. Il y en a des meilleurs. À l'est et au nord, là où ils commencent à parler allemand. Vous vous répétez, monsieur Derlick? Ah oui? Oui. Mais, Madame Mignot, d'où vous habitez-vous? Vous voyez les terrains de devant de la guerre? Ça dépend, vous comprenez. De quoi? S'il pleut pas, ça change. La pluie vous empêche de regarder, Madame Mignot? Non, mais pas dans cette direction. Pourquoi pas dans cette direction? Et ne me servez pas une de ces réponses absurdes dont vous avez le secret dans ce fichu village. S'il pleut, je suis obligée de regarder de l'autre côté. Vu que le ruisseau, parfois, il déborde, et que ça noie les chèvres, et qu'il faut les sortir avant que l'eau monte trop. D'accord, mais il ne pleuvait pas le jour du meurtre de la petite Chantal. Oui, mais j'ai rien du tout même, puisque je n'étais pas chez moi, mais à Dourbe, chez le notaire, pour signer avec Fontaine. Ignace Fontaine. Mais il n'y en a pas d'autre de Fontaine par ici. Ignace Fontaine, vous rachetez votre terrain? Comment vous savez ça, vous? C'est censé être secret. J'ai interrogé 12 paysans avant vous. Tous ont vendu leur terre à cette Ignace Fontaine. Y a-t-il un terrain dans la région qui ne lui appartienne pas encore? Je ne sais pas. Une drôle de tête d'ailleurs, parce qu'il a la moitié du visage brûlé. La moitié droite. Enfin, pas trop brûlé. Heureusement pour lui. Comment a-t-il été brûlé? J'en sais rien. Personne ici n'en sait rien. Ou en chemin vers l'Afrique, ou dans le retour depuis l'Afrique. Il avait 20 ans à l'époque, parce que quand il est parti, il en avait 19, et qu'il est revenu à 21 avec la moitié du visage brûlé et fortune faite. Enfin, le début de sa fortune. Comment a-t-il fait fortune en Afrique? J'en sais rien. Et si ça se trouve, il n'est jamais allé jusque-là, jusqu'en Afrique. Sur la bière bleue, vous en savez plus, j'imagine. Quelle bière? Quel bleu? Je suis un grand amateur de bière. Tout comme le substitut Verplace. Vous voyez qui est le substitut Verplace? Non. Un grand chaud, avec une voix très aiguë. Il était passé dans la région le printemps passé. Et vous, Madame Carmela Mignot, vous lui avez fait goûter de la bière bleue. Moi? Vous êtes sûr? Je veux juste en boire un verre. Demandez à quelqu'un d'autre, moi je ne sais pas de quoi vous parlez.
On m'a dit que Thomas Larignal, le bourgmestre, il a un terrain qui jouxte ceux de Devos et de Macaire. Un terrain de pâturage, oui, pour les vaches. En tout cas, celui-là, Lignas Fontaine ne l'aura pas acheté. Pourquoi? Parce que quand on connaît le Larignal et le caractère de Larignal, ça n'a rien d'étonnant. Mais vous savez, il est malade, un Limour. Je sais. Savez-vous quelle vache se trouvait le jour du meurtre sur son terrain? Ça fait longtemps qu'il n'y a plus qu'une seule vache là-bas. Une blanche. Enfin, pas tout à fait blanche, avec quelques taches noires vers l'avant. Merci pour votre collaboration, Madame Mignot. Je comprends que vous ne me répondiez pas à propos de la bière bleue. Mais en faisant cela, vous risquez d'handicaper mon enquête. Vous me direz, quel rapport entre la bière bleue et le meurtre de cette petite fille? Quel rapport entre cette bière bleue et un problème de barrière? Plus j'ai de renseignements, mieux je peux comprendre ces problèmes de barrière et ces 7 crimes. Il me faut des dates, des descriptions, des comptes rendus d'interrogatoire. Et c'est tout ce que vous avez. Et tous les rapports sont là, monsieur le juge. Une mineure de 7 ans est violée et puis égorgée. Vous expédiez ça en 2 lignes. Et celle-ci en une seule. Fallait plus. Comment je fais, moi, maintenant? Faites quoi? Tous les crimes ont eu lieu dans des bois ou des champs. Sauf le 5e. Micheline interdit la figure redouteux. C'est juste. Il est différent, le 5e. Les autres victimes, elles ont été tuées dans des champs, des forêts, dehors. Elle a été tuée dans un grenier. Les autres petites filles, elles avaient entre 6 et 9 ans. Elle en avait 12. Et en plus, elle a été étranglée. Aux autres, on a coupé la gorge. Tout cela n'est même pas marqué dans le rapport. Fallait? Pourquoi n'avez-vous pas inscrit le nom des parents des autres victimes dans la liste des témoins interrogés? Ils sont plus ici au bureau, hein? Ici, il n'y a plus qu'Éternel qui les flammes. Où sont-ils? Elle est partie. Tous? Pourquoi? À cause des Benzélab. Les parents de la 2e et de la 3e victime. 2 sœurs, coup sur coup. Et puis les Benzélab, ils avaient une 3e petite fille de 5 ans. Ils sont partis avant qu'on la tue. Après, les autres parents, les autres victimes, ils ont eu aussi peur, ils sont partis. Vous leur avez demandé de vous envoyer leur nouvelle adresse. Il fallait. Comment vous vous êtes retrouvé garde-chasse? Je suis fils de Nordé, de braconnier. On m'a nommé garde-chasse, comme ça je pouvais arrêter mon père. Je connais bien la forêt. L'assassin des petites filles doit aussi très bien la connaître. Possible, sans doute, oui. Qui la connaît aussi bien que vous? Les frères Beaumieux, en tout cas, ils ramassent le bois. Les pauvres aussi. Albert Biscotti. Ah non, il est mort, je crois. Thérèse Berger, Nicolas Millot, Ignace Fontaine. Ignace Fontaine? Que fait-il en forêt? Ouais, il aime bien se promener avec son fusil et ses chiens. Il chasse. Ah oui, il se promène avec son fusil et ses chiens, même quand c'est pas la saison de la chasse. Il marche très profond, là où les loups sont venus. Ce n'est pas dangereux pour les gens, ce fusil et ces chiens. Ignace Fontaine, c'est un bon chasseur, ses chiens, des bons chiens. Manquez pas. Convoquez-moi un nouveau témoin. Une vache. Celle dans les prés en pente à côté de ceux de Devos et de Macaire. Une des vaches de Thomas Larignal. Voudra pas. Le bourgmestre, quelqu'un de facile, hein, qui sait vache, il y tient. Vous refusez de convoquer ce témoin. Non, mais... Vous vous rappelez ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez discuté avec les ordres? Oui, mais... Vous voulez de nouveau vous faire fesser en public, monsieur le garde-chasse faisant fonction d'agent des forces de l'ordre? Vraiment, mais une vache. Pendant certaines enquêtes, j'ai interrogé des pierres, des vents, des oiseaux. Ça a pas avancé votre enquête? Vous discutez mes méthodes? Certainement pas. La blanche avec des taches noires? Celle-là, oui.
Va. Bonjour. Vache. Vous vous broutez sur la colline entre d'une part le terrain de Loïc Le Boss et d'autre part celui de Kevin Macaire, n'est-ce pas? Collé, vache. Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect dans la journée du 7 mars? Cri. Vous avez entendu un cri? Vache. Une vache a crié. Vache. Était-ce une vache qui a crié? Collé, vache, cri. Bois, petite fille. C'est une petite fille qui a crié. Vache. Était-ce une petite fille qui a crié? Vache. Pourriez-vous nous donner des précisions? Vache, herbe, mâché, herbe, vache, verte, gris, brune, vache. Oh oui, vache. Revenons à la petite fille. Vache. Vous aviez dit petite fille tantôt. Petite fille. Que lui est-il arrivé à cette petite fille? Petite fille. Vous devez répondre, c'est important. Petite fille répondre. Bois. Petite fille courir. Vache, 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 vache. Meuh. Je vois. Je vois. Vous voyez quoi? Vous voyez quoi, monsieur le juge? En interrogeant une vache. Vous voyez quoi en interrogeant une centaine d'habitants de l'entité communale de Véroival? 102 exactement jusqu'à aujourd'hui. Je suis Thomas Larignage. Je suis le bourgmestre. Et je suis venu vous faire décaper de ma commune. Je suis venu vous renvoyer à votre capitale. Je vous croyais à Mariano. Je suis parti malade. Grâce à un rebouteux scandinave, je suis revenu guéri. Grâce à lui, je retrouve mon écharpe mayorale. Et qu'est-ce que j'apprends? Un petit juge enquête depuis un mois sur une bâtarde des Flamands. Savez-vous combien a coûté cette enquête à l'administration communale? J'ai été appelé par Madame Delperdange. L'échevin faisant fonction de bourgmestre en l'absence du bourgmestre faisant fonction en votre absence. Delperdange est une vieille veuve folle. Et vous l'avez roulée. Vous étiez venu pour une histoire traitée de barrière entre deux terrains. Et vous avez mis le village sans dessus-dessous. Tout ça à cause d'une bâtarde? Nous devons avoir le même âge, monsieur le bourgmestre. Je suis né en 92. Et moi en 91. Vous vous souvenez de l'affaire? Quelle affaire? Je ne me rappelle plus du nom, j'étais trop petit, mais tout le monde en parlait. Ah, vous voulez parler de cet homme qui avait séquestré des petites filles et qui les avait tuées? Oui, vous vous rappelez son nom? Non, c'était le chef d'un réseau. Lui, il était tout seul. Oh, c'est une autre affaire. Je n'arrivais pas à comprendre comment un adulte pouvait tuer un enfant. Et maintenant, vous pouvez comprendre? J'ai dû apprendre pour traquer et condamner ces adultes. Un enfant ne devrait jamais subir ses horreurs et mourir. J'avais 3 enfants. Ils sont tous morts. La première de la nouvelle variole, les 2 autres de la peste rouge d'il y a 10 ans. A-t-on appelé un juge pour enquêter sur leur mort? Un juge a-t-il condamné les coupables? On n'enquête pas sur une maladie. Il y a 30 ans, on aurait pu éviter la mort de mes enfants. Il y a 30 ans, nous avions des médecins, des médicaments, des hôpitaux par ici. Ceux qui nous ont détruit tout ça, qui les a jugés? Ils ont causé la mort de mes enfants. Ils ont gardé leur pouvoir, ou ils sont morts. Leurs enfants ont repris le flambeau. Ils sont devenus, à leur tour, militaires, ministres, juges. Mon père à moi était marchand de tissus à Moucron. Comme tous les juges, j'imagine. Aucun d'entre eux n'est descendant d'un autre juge, j'imagine. Tous sont des enfants de marchands de tissus de Moucron, j'imagine. Les enfants meurent. Parfois, ils sont tués. C'est malheureux. Mais beaucoup de choses sont malheureuses dans ce village. Le malheur s'est abattu sur ce village comme sur l'Europe tout entière. Et tellement de malheurs que nous ne pouvons pas, avec nos faibles moyens, faire face à tous ces malheurs. Et tellement de malheurs que nous devons, nous, au Conseil communal, faire des choix. Et dans ces choix, ne devrait pas apparaître le paiement, le logement et la nourriture d'un juge durant tout un mois, même si ce juge est le fils d'un marchand de Moucron. Alors, je vous demanderai de clore cette affaire et de nous quitter. Je ne peux pas arrêter une affaire en cours. Vous pouvez le classer. Quand j'estime en âme et conscience avoir accusé toutes les pistes, Forcez votre âme. Forcez votre conscience. Combien voulez-vous? j'avais oublié que vous avez tenté de me corrompre. Je mettrai cela sur le compte de l'énervement. Si vous ne partez pas,
je vous forcerai à partir. Et je vous forcerai à partir dans la honte. Si vous parvenez à me faire partir, ce sera en toute légalité. J'obéirai à la loi. Jamais je ne pourrai ressortir de la honte en obéissant à la loi. Je ne suis qu'un juge après tout. Je ne fais que suivre la procédure légale. Mais alors pourquoi vous n'avez pas interrogé le fantôme de la bataille des Flamands? Les victimes de meurtre ne sont pas très objectives. Mais d'habitude, les juges commencent toujours par les victimes. C'est une coutume, pas une obligation. Et dans certaines affaires, cela a mené à des erreurs judiciaires. Personnellement, j'interroge d'abord le plus possible de témoins autour du crime, et je finis par la victime. Mais interroger ce fantôme et classer l'affaire. Je fais revenir un autre juge. Je le fais revenir pour vous mettre hors de ma commune. Je le fais revenir pour vous mettre en prison. Ce sera une perte de temps et d'argent. Un autre juge ne peut pas me renvoyer sur le fond, mais sur la forme. Mon point fort, c'est la forme. En effet, monsieur le juge. Je présume que vous avez consulté les rapports et les minutes, madame le juge. J'aurais pu tout aussi bien les consulter en diagonale. Vous avez suivi votre procédure avec votre rigueur habituelle, monsieur le juge. Vous n'avez donc aucun argument pour me destituer. Si j'avais trouvé la moindre irrégularité, je me serais fait un plaisir de vous renvoyer à la capitale. Vous me détestez à ce point-là. Vous en doutez? Pourquoi est-ce que justement on envoie compléter sur moi? C'est un piège. Contre vous ou contre moi? Je ne sais pas. Comment vont les filles, madame le juge? Tu sais très bien comment elles vont. Tu as des espions. Ne demande pas de mes nouvelles. Nous ne parlons plus de toi à la maison. Tu le leur interdis. Même pas. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, ni à toi. Tu es jaloux. Tu es pervers. Les intentions sont bonnes. Tu me haïssais parce que je montais plus vite que toi dans la hiérarchie. Cela n'a rien à voir avec toi, ni même avec le fait que tu sois une femme, ma femme. Tu es une moins bonne juge que moi. Tu ne méritais pas tous ces avancements. Moins que moi, en tout cas. Tu es le seul à me trouver moins bonne que toi, alors que les autres me disent que... Les autres te mentent ou me jalousent. J'ose dire tout haut ce que les autres murmurent. Cela m'a fait des ennemis. Toi, par exemple. Je n'ai jamais été ton ennemi. Mais tu étais ma femme. Tu devais me soutenir. Au lieu de cela, tu as comploté avec les autres contre moi. Tu n'as jamais cessé de me rabaisser, alors que tu es un juge médiocre. Si j'étais si médiocre, tu aurais trouvé des erreurs dans mes rapports. Tu es médiocre, mais maniaque. Je juge le fond. Pour moi, le plus important, c'est le fond. Mais on n'atteint même pas le fond si l'on néglige la forme. Je soigne donc particulièrement la forme. Même quand j'interroge les témoins, je fais attention à la forme. Je fais attention à mes mots, à mes phrases, au ton de ma voix. Parfois je gronde, parfois je caresse. Avec les parents des victimes, je suis aussi très attentif. Par exemple, avec la mère de la dernière victime, Chantal Anaker. Jamais je lui demanderai pourquoi Chantal est-elle allée dans ce champ. Mais pourquoi était-elle allée dans ce champ? C'est moi qui lui avais demandé. Désolée, monsieur le juge. Avant, quand j'étais petite, on était pauvres. Et je croyais que plus pauvre que ça, non, c'était pas possible. Mais maintenant, on devient de plus en plus pauvre. Et c'est terrible, les hommes. Ils ont tellement honte. Nous, les femmes, on a les enfants à torcher, à nourrir, à frapper. On a notre ménage. On sait faire avec des bouts de ficelle. Mais eux, quand ils ont rien, ils ont rien. Alors ils ont honte. Vous comprenez, monsieur le juge? Il vous frappe? Non, les Vanaker, ils ne frappent pas. Mais ils pleurent quand ils sont ivres. Et ils hurlent quand ils sont sobres. Vous allez arrêter l'enquête, monsieur le juge? Pourquoi je fais ça? C'était une... Pour rien, quoi. Pourquoi continuer? Vous savez, d'habitude, on mange des champignons. Parce que c'est gratuit, les champignons. Faut pas les voler, suffit de les cueillir. Mais c'est pas la saison des champignons. Alors, les pommes de terre? Quelqu'un avait déjà attrapé votre fille pendant qu'elle volait des pommes de terre? Jamais. C'était une finaude qui connaissait tous les chemins, toutes les cachettes. J'avais pas peur pour elle, je veux dire. Le tueur des petites filles, je me disais qu'elle, ma petite Chantal, jamais ne parviendrait à l'attraper. J'étais conne, tellement conne. Tout ça
Non, c'est la faute du tueur. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'auriez interdit à votre fille de sortir, elle se serait échappée. C'est vrai, elle était comme ça, ma petite Chantal. J'aimerais vous interroger de nouveau dans les semaines qui viennent. Il faudra faire vite, parce que nous, on va partir de les Vanaquer. On attend juste que le père Beaufort-Vanaquer sorte de cellule, et après on s'en va. Pour aller où? On ne sait pas encore, dans une des capitales, sans doute. Vous y serez encore plus pauvre qu'ici. Oh, ça vaut mieux que rester ici. On nous a détestés trop longtemps ici. Et le père Beaufort-Vanaquer, il a dit que ce serait mieux si on partait. Pourquoi? Pourquoi, monsieur Larignal? Oh, ce n'est pas de gaieté de cœur, croyez-moi. Je ne suis pas comme le reste du village. Je ne les déteste pas, moi, les Vanaquer. Elisa Vanaquer, la mère de la petite Chantal, c'est une cousine lointaine. J'avais eu une aventure avec une de leurs filles quand j'étais jeune. Elle m'a tapé. Et pourtant, vous ne voulez pas les aider à trouver le meurtrier de la petite Chantal. Mais il y a 20 ans, il y avait de l'espoir pour les Vanaquer. Il y a 20 ans, l'un d'eux tenait une épicerie sur la route sur la France, et un autre avait un élevage de cochons qui marchait pas mal. Mais voilà, les maladies, la faillite, tout ça les a détruits plus que tout le reste du village. Et maintenant, le reste du village les déteste tellement qu'ils les écraseront comme des mouches dès qu'ils en auront l'occasion. Non, pour les Vanaquer, c'est mieux de s'en aller. Laissez vos frères Vanaquer sortir de cellule, laissez tomber l'accusation de tuerie. Les ordres du conseil communal. Oh, je suis sûr que je parviendrai à convaincre cette hystérique de dire pardon, je laisser tomber l'accusation. C'est trop tard, monsieur le bourgmestre. Vous avez appelé un autre juge. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés, je suis un homme d'action, je suis un homme de parole. Quand on m'attaque, j'attaque en retour. Je ne vous ai jamais attaqué. Vous avez attaqué le village tout entier. Vous avez attaqué ma politique, mes choix, mes valeurs. Je pourrais vous condamner pour outrage à magistrat. Oui, ben, vous pourriez. Vous encourriez de peine de prison pouvant s'élever jusqu'à 2 ans ferme, assorti d'une amende proportionnelle à votre salaire pendant 1 an, et des coups de fouet. Mais une dizaine, pas plus. Vous y perdriez votre écharpe mayorale. Vous cherchez quelque chose? Qui vous dit que je cherche quelque chose? Oh, vous pourriez me condamner facilement. Mais je n'ai pas les mêmes de points. Vous cherchez quelque chose? La bière bleue? C'est vous qui le mentionnez. Vous en avez parlé à tout le monde dans le village. Si vous faire boire cette bière m'évitera tous ces ennuis, alors je vous en trouve. Mais, même si je vous déteste, même si je vous méprise, même si je m'oppose à vous de toute mon énergie, il faut que je vous prévienne. La bière bleue peut rendre fou. La bière ne pourra pas me faire de mal. J'ai vu ce qu'elle avait fait à mon père. J'ai vu ce qu'elle avait fait à certaines de mes amis. J'ai vu ce qu'elle a fait à ma femme. En avez-vous bu? Jamais. En fait, peu de gens boivent au village. Cette bière fait peur. Cette bière détruit. Mais vous, en avez-vous bu? À la longue, certaines personnes s'habituent à cette bière. Mais le premier bière reste toujours dangereux. Dans ce premier verre, on voit, paraît-il, ce que l'on ne devrait pas voir. Vous exagérez. Oh, j'ai vu des gens courir nus après avoir bu un seul verre de bière bleue. J'ai vu des gens perdre leurs cheveux, leurs sourcils, leurs dents après avoir bu un seul verre de bière bleue. J'ai vu des gens devenir des fourmis, des renards après avoir bu un seul verre de bière bleue. Vous ne parviendrez pas à m'effrayer. Oh, d'accord. Tant pis, je vous aurais prévenu. Un demi-verre? Ouh, cela suffit largement.
Une blonde tout à fait classique. Un arrière-goût un peu râpeux. Ah. La deuxième gorgée est différente. L'arrière-goût se change en amertume. Qu'a-t-elle aussi exceptionnelle, cette bière? Qui es-tu, toi? Tu n'as ni corps ni visage. Tu n'as pas de lèvres. Et pourtant, je te vois t'avancer vers moi. Qui es-tu? Je suis celui qui noircit les ténèbres, celui qui brûle le feu, celui qui noie les orages. Qui es-tu? Je suis le mal. C'est la bière qui fait ça. On t'avait prévenu. J'ai toujours été un grand amateur de bière. C'est pour ça que j'ai accepté de venir dans cette région. Et pourquoi y restes-tu, petit juge? Les petites filles ont été tuées. Tu te sens attiré par les petites filles? Pas du tout. Tu as quitté ta femme au moment où tes filles sont devenues plus belles. Avais-tu peur du désir qu'elle t'inspirait? Tu es monstrueux. Tu as relâché des coupables et condamné des innocents. J'ai toujours été le plus précautionneux possible. Oh, je ne t'ai pas trouvé très précautionneux, moi. Je t'ai observé avec attention. Depuis le début de cette affaire, j'étais là, dans chaque témoin que tu regardais. Même dans la vache. Cette vache a commis des actes immondes qui te rendraient sa viande abjecte si tu devais la manger. J'étais là, dans tes rêves et tes cauchemars d'enfant. J'étais là avec lui, derrière la vitre pendant son procès. Quel vitre? Le procès de qui? Cet homme qui te terrorisait pendant ton enfance. Cet homme qui enfermait les petites filles et leur faisait des choses immondes qui elles aussi te faisaient peur. Parce que tu les sentais naître en toi, toutes ces choses immondes. Et toi aussi, dans tes rêves et tes cauchemars d'enfant, tu les tuais et lui te tuait. Et tu les enfermais et lui t'enfermait. Et je vais te paralyser de peur, de honte et d'horreur. Cet homme était en prison. Des milliers de policiers le surveillaient. Je n'avais pas peur de lui. Vous étiez terrorisé. Aucun enfant n'avait peur. De moi, oui. Non, nous l'utilisions comme un épouvantail, comme une insulte. C'est si loin. C'est tout près. Je suis dans l'ombre de tes pas. Je suis le souffle dans ta nuque, petit juge. Je suis en toi. Je suis toi. Ce n'est pas parce que les filles sont devenues plus belles que tu as quitté ta femme. Non. 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 J'avais des raisons plus simples et plus grotesques. Le greffier. Oui, j'aime greffier. Tu me rappelles ses fesses, sa bouche, ses yeux. Pourtant, je ne l'ai pas touché, ce greffier. Ah, je n'ai jamais touché le corps d'un autre homme. Je me n'étais jamais senti attiré par un autre corps d'homme. Sauf par celui du greffier. Ses fesses, ses yeux. Mais non, le greffier, ce n'était rien que de rêverie. Non. Non, Non. je me sentais pas si coupable à tout cela. Moins que dans les estaminets. J'aurais dû rentrer chez toi, dans ma famille. Et j'allais boire un verre, puis deux, puis trois. Des bières, surtout. Ne pas rentrer à la maison. Ne pas entendre les cris, les disputes. J'étais un mauvais père, un mauvais mari. Un pauvre type. Pars, laisse-moi seul. Les effets de la bière s'estompent. Pars, laisse-moi. Je m'en vais. Fous le camp! Éveillez-vous, monsieur le juge. Je ne
dors pas, je me tiens debout. C'est moi qui suis debout. C'est vous qui êtes couché. C'est parce que vous avez bu de la bière bleue. Qui êtes-vous pour m'accuser ainsi? Levez-vous, on ne se couche pas face à un juge. Ignace Fontaine. J'ai déjà entendu parler. Vous avez jamais vu. J'essaie d'être discret, mais ça ne marche pas à chaque fois. Pourquoi est-ce que je couchais? La bière bleue détruit le sens de l'équilibre. C'est un de ses effets. Voulez-vous que je vous aide à vous relever? Ah, j'arrêterai tout seul. C'est donc vous le propriétaire de la moitié des terrains de la région? Officiellement, oui. Mais dans la plupart des cas, je n'ai fait qu'aider quelques paysans à racheter leurs terrains suite à des faillites malheureuses. Mais s'ils restent propriétaires de leur terrain, néanmoins, je leur en laisse l'entière usufruit. Vous êtes un homme bon, monsieur Ignace Fontaine. Les gens de tout le Viroinval parlent de vous avec haine. C'est le résultat de mes compréhensions en cascade. D'ailleurs, j'aurais dû venir vous rencontrer plus tôt pour vous en parler, mais j'avais peur. De quoi? Peur d'ajouter une nouvelle mécompréhension à la liste de toutes les autres. Les paysans sont des braves gens, des gens honnêtes, mais ils ont une imagination débridée et une fâcheuse tendance à ne propager les ragots qu'en les déformant. Pourquoi auriez-vous dû me rencontrer plus tôt? Je crains d'être la cause du retard de votre enquête. Parce que les villageois, pour la plupart, je l'ai remarqué, me croient le coupable de tous les assassinats de ces pauvres petites filles. Et, étant donné les relations pécuniaires et contractuelles que j'entretiens avec la plupart d'entre eux, ils ont peur de pâtir de ma condamnation. Par exemple, ils ont peur de perdre l'usufruit de leur terrain si on vient me condamner, et que l'on me confisque mes terrains défaut de justice. Pourquoi vous croit-on coupable de ces crimes? J'ai un passé chargé, surtout aux yeux des villageois. Comme vous le savez peut-être, vers mes 20 ans, je suis parti en Afrique. Vous ne savez sans doute pas dans quelles circonstances. Parce que c'est un sujet qui gêne les gens. C'est un sujet qui me gêne moi aussi. Je suis, à ma connaissance, la seule personne à avoir été accusée de viol dans la région ces 30 dernières années. Y a-t-il eu un jugement? Les autorités communales n'ont pas eu le temps d'appeler un juge. Je me suis enfui. Pour l'Afrique, combien de femmes avez-vous violées? Je n'ai violé personne. J'ai juste été accusé de viol. Par une seule personne, Julie Martin. La femme de Kevin Maquet. À l'époque, c'était encore la femme de Loïc de Vos. J'avais 18 ans, j'étais encore puceau et très craintif. C'est difficile à croire maintenant, mais j'étais aussi très beau. Et Madame Julie Martin a tenté de coucher avec moi. J'ai refusé. Non pas parce qu'elle ne m'attirait pas, c'était, et c'est toujours une très belle femme. Non, j'ai refusé par peur, par sentiment de culpabilité, par respect pour Monsieur Loïc de Vos. Et elle, pour se venger, elle m'a accusé de viol. Par la suite, elle a retiré sa plainte. Mais la rumeur a perduré, au point que, quand les assassinats ont commencé, les gens ont tout mis sur le dos. Pour me débarrasser de cette réputation et permettre à votre enquête de s'accélérer, j'aurais désiré en finir une fois pour toutes. Accusez-moi de ces meurtres, enquêtez et établissez mon innocence une fois pour toutes. Je ne peux pas faire cela, et vous le savez. Pourquoi pas? Je n'enquête pas directement sur la mort de cette petite fille. Je ne peux lancer d'accusation qu'à propos de la tentative de tuerie de Beaufort-Vanacker envers les chemises des perdants. De plus, si je vous accuse et que vous êtes effectivement innocent, je me condamne moi-même à mort. Ah, j'avais oublié le problème de la peine en miroir. Excusez-moi, monsieur le juge. Vous n'avez pas oublié, et j'en suis sûr. Vous aussi vous pensez que je suis coupable? Vous aussi vous pensez que je cherche à me disculper? Je ne crois rien. Je vous soupçonne d'être un manipulateur et que vous essayez de me manœuvrer. Je suis un homme tout simple. Peu de gens le pensent, car tous ces malentendus se sont niqués contre moi. Au point que maintenant, je peux dire que je suis quelqu'un d'extrêmement malchanceux. Je trouve une raison de me disculper, et vous ne pouvez m'accuser. Ne peut-on pas, pour une fois, compte tenu des circonstances un peu exceptionnelles, ne peut-on pas oublier cette peine en miroir? Non. Ne peut-on pas faire une seule exception? Aucune exception. Nous, les juges, quand nous travaillons loin des capitales, nous devenons difficiles à contrôler. Nous pouvons interroger, fouiller, et voire dans certains cas, torturer ou condamner à mort le suspect. La peine en miroir nous rappelle d'utiliser tout ce pouvoir avec parcimonie. Méfiez-vous du pouvoir, monsieur Ignace Fontaine. Pourquoi? Parce qu'il corrompt, c'est ce qu'on dit.
si vous utilisez le pouvoir à mauvaise escient. Il se retourne contre vous et il vous détruit. Monsieur le bourgmestre, des adolescents ont retrouvé le corps d'une autre petite fille dans la forêt, près des carrières. C'est de votre faute si elle est morte. Le tueur est excité par votre présence parmi nous. Le tueur veut vous tourner en bouée. Le tueur accélère la cadence. Partez, monsieur le juge, partez. Ce n'est pas une... C'est une demande. Partez, sinon d'autres petites filles mourront. D'autres petites filles mourront si je pars. Mais le tueur finira par s'arrêter ou commettre une erreur. Tant que vous resterez, il prendra des précautions. Je dois continuer l'enquête. Mais vous avez interrogé tout le monde dans le Béroinval, et beaucoup de gens plusieurs fois. Vous avez interrogé des renards, des arbres, une rivière. Et que cherchez-vous encore, nom de Dieu? Calmez-vous, monsieur le bourgmestre. Nous avons tenu, malgré la paix, malgré les inondations, malgré les famines, nous avons tenu, mais nous sommes à bout de force. Nous allons nous écrouler. Et vous, depuis presque un an, vous vivez à notre rocher. Vous nous retirez l'argent pour les routes, le pont, le cimetière, la nourriture des enfants malades. Je suis sur le point de trouver le tueur de cette petite fille. Quoi, vous savez qui c'est? Je ne suis même pas sûr que c'est un second. Il est sous pression. Il sait que je l'observe. Il a déjà probablement commis une erreur. Il ne me reste plus qu'à la trouver. Je m'appelle Jamila. Ma mère s'appelait Jamila. Sa mère et sa grand-mère s'appelaient Jamila. La mère de la grand-mère, elle venait du Maroc et s'appelait Jamila. Moi, ma petite fille, je l'ai appelée Louisette pour la protéger. Mais le diable l'a retrouvée, ma petite Louisette. Le diable est revenu, ce diable qui avait déjà ravagé notre pays maudit. Vous vous souvenez, monsieur le juge? Ce diable qui tuait et enterrait nos petites filles vivantes. Le diable est revenu nous tuer nos petites filles à nous. Ce n'était pas le diable à l'époque. Ce n'est pas le diable aujourd'hui. C'est un homme. Comment un homme serait-il capable de telles atrocités? Comment imaginer ça? C'est pas possible. Les hommes sont capables d'actes inimaginables. Nos actions ne connaissent que peu de limites. C'est notre imagination qui est limitée. Certains disent que vous êtes un incapable et un grossier. D'autres disent que vous êtes un héros. Quel genre d'homme êtes-vous, monsieur le juge? Un homme? Un juge? Trouvez le diable qui a tué ma petite fille et vous serez un héros. J'ai fait presque tout ce qu'il y avait à faire. J'ai interrogé les gens, les animaux et les choses. Avant, quand nous étions enfants, il y avait d'autres moyens. Les ordinateurs, la chimie, tout cela aurait pu venir à mon aide. Mais nous avons perdu tout cela. Que faisait votre fille dans la forêt? Je croyais qu'elle était à l'intérieur. Je vous en prie, trouvez le diable. Je ne sais plus où chercher. C'était la faute des molluscums. Des quoi? Partout sur mon corps, des molluscums. Des petites boules. Leurs bouteux les avaient enlevés il y a 2 ans. Mais partout sont revenus. Et ma maman n'est pas contente des molluscums. C'est pour ça qu'on m'a fait mal. Très mal. Qui t'a fait mal, Louisette? L'ombre, les molluscums. Et sur moi, le poids de l'ombre. Vous comprenez? Tu l'as vu? Non. Que faisais-tu dans la forêt? Ensuite, je courais. Parce que j'avais vu ma maman l'embrasser. Je courais. Qui embrassait-elle? Un homme petit. Il veut être gentil avec moi. Me donne des sucres, me fait des caresses, mais je ne l'aime pas. C'est pas mon père qui est mort. Il y a 4 ans, ou 6 ans, ou 100 ans. Il faisait chaud. Il coupait les foins. Pas d'eau. Alors il est mort. Son corps est tout froid, tout bleu. Et maintenant cet homme qui embrasse ma maman. Alors je suis sortie de la maison et courue en forêt. Ta mère est encore jeune. C'est normal qu'elle refasse sa vie. Pas avec lui, petit homme petit, non. J'ai couru dans la forêt et l'ombre sur moi. L'ombre de quoi? Je ne sais pas. Tu es le 8e fantôme de petite fille que j'interroge depuis ce matin. Aucune n'a vu l'assassin. L'ombre derrière moi et les cris qui ne sortent pas. Trop de douleur pour les cris. Il fumait cet homme? Pas de cigarette. J'ai découvert les cigarettes près de ton corps dans le fourré. Les adolescents qui t'ont découvert ne t'ont vu que de loin. Ces cigarettes ne venaient pas d'eux. J'étais le premier sur les lieux. J'ai fouillé un peu. J'ai découvert les cigarettes dans le fourré.
Ne le dites pas à ma maman, les cigarettes. Déjà les molluscums, alors les cigarettes. Alors je les ai volées, ces cigarettes, et couru en forêt, les fumer toutes pour me venger. Cigarettes qu'il aime tellement, qu'il fait venir de Philippeville, qu'il dit. Alors toutes les fumées, et la première allumée, une bouffée toussée. Et puis l'ombre, vertige, et puis douleur. Ne le dites pas à ma maman, les cigarettes. Déjà les molluscums, elle est fâchée beaucoup. Ce n'était pas grave, les cigarettes. Ce n'est pas grave, les molluscums. Ta mère ne t'en voulait pas vraiment. Elle t'a surtout beaucoup aimé. Les Terliques est mort! Et Terlique, le routeux, Lui-même. que s'est-il passé? Un accident en forêt, il a glissé dans une faille, il s'est brisé la nuque. Les chiens de fontaine l'ont retrouvé. Les chiens de fontaine, où l'ont-ils retrouvé? Au bord des anciennes carrières. Pas très loin de là, on a retrouvé la petite fille de cigarette. Il était mort depuis quelques heures. Dommage, pour vous, c'est lui coupable, n'est-ce pas? Du meurtre de sa petite fille Micheline, peut-être. Et encore, ce n'est même pas sûr. Pas les autres? Vous savez très bien que ce n'est pas lui qui les a tués. Pourquoi? C'est vous. La blague. Hier déjà, vous l'avez appelée la petite fille aux cigarettes. Or, il n'y a que 3 personnes qui savaient que la petite Louisette avait un paquet de cigarettes près d'elle quand elle est morte. Moi, son fantôme et son meurtrier. Avouez, et je vous éviterai la peine de mort. J'ai vu les cigarettes quand je suis venu sur le lieu du crime. J'étais le premier sur les lieux. J'avais déjà caché les cigarettes. Vous êtes un malade. Un malade qui doit être puni. En prison, nous pourrons vous soigner. Si vous refusez, nous vous tuerons. Que s'est-il passé pour que vous deveniez un tel monstre? Pendant votre enfance, quelque chose? Mon enfance était la plus heureuse de toutes les enfances. J'étais le seigneur des forêts. Je courais nu avec les marcassins. Les maladies tuaient mes frères et mes sœurs, mais moi, elles m'évitaient. J'ai toujours aimé les petites filles, leurs genoux écorchés, leur corps osseux, leur cou, oh oui, leur cou, blanc, puis rouge, très rouge. J'avais des remords, des regrets ridicules. C'est elles qui sont venues à moi, voulaient que j'y touche. Ils m'offraient leur cou blanc, puis rouge, très rouge. C'est le village qui m'offrait ces petites filles. Le village me disait, égorge-les toutes comme on égorge des petits oiseaux. Regarde la vie couler entre tes doigts. Et j'avais beau résister, je... Assez! Je vous fais peur. Vous parlerez de tout cela au procès. Il n'y aura pas de procès. Le conseil communal a peur de moi. Je n'ai pas besoin du conseil communal pour vous arrêter, vous juger, vous condamner. Vous êtes un garde-chasse. Faisant fonction d'agent des forces de l'ordre. Vous êtes mon commandement direct. Alors je vais vous tuer. Cela ne changera rien. Mon rapport est à la maison communale. Une copie est en route vers l'île des capitales. Michel Cordet, garde-chasse faisant fonction d'agent des forces de police. Je vous accuse du meurtre de cette petite fille. Faites pas ça! Je serai sage. Je me laisserai aller que de temps en temps, tous les 3 ou 4 ans. Je peux bien me laisser une petite fille toutes les 3 ou 4 ans, juste pour relâcher la pression. Parce que je reste garde-chasse, vous savez, c'est un beau métier, hein. Mais c'est difficile. La pression. Personne ne sait à quel point c'est difficile. J'ai des maux de tête, des vertiges aussi. Personne ne veut m'aider. Personne ne sait à quel point c'est difficile. Aidez-moi! Ne faites pas ça! Cela ne servira à rien de fuir. Revenez, que tous les hommes qui ont une arme marchent vers la forêt. Méfiez-vous de lui. Il connaît mieux la forêt que vous tous réunis. Vous pouvez faire revenir les gens. Le garde-chasse est mort. Pourquoi l'avez-vous tué? Car mes chiens m'ont flairé. J'ai couru un moment derrière eux. Je l'ai vu. Je l'ai crié de s'arrêter, de se rendre. Mais comme il a continué de me fuir, j'ai épaulé mon fusil et j'ai tiré. Pourquoi l'avez-vous tué? Parce qu'il fuyait. Nous l'aurions retrouvé. Peut-être, ou peut-être pas. Et dès lors, il aurait peut-être assassiné d'autres petites filles.
tous les juges auraient été à sa poursuite, nous l'aurions retrouvé. Pourquoi voulez-vous qu'il se taise? De quoi m'accusez-vous? Je n'ai fait que justice. Cet homme méritait de mourir, mais il méritait d'abord de parler, de s'expliquer et de se défendre. Il n'aurait fait que mentir. Il avait le droit de mentir. Allez-vous m'accuser de quelque chose? J'ai besoin de savoir rapidement si je suis sous le coup d'une action légale ou pas. Je dois entreprendre des négociations commerciales avec un recruteur d'une de vos capitales, la vôtre me semble-t-il. Il a découvert des vertus curatives contre certains cancers, contre certains furoncles à ma bière, la bière bleue. C'est donc vous qui avez la fabrication et la vente de ce poison. C'est pour cela que vous voulez que le garde du chasse se taise. Si je veux les tuer, c'est parce qu'il a tué 8 petites filles, et parce que je suis un excellent chasseur, et parce qu'il est à 40 mètres de moi. Monsieur le juge, de quoi m'accusez-vous? Je ne peux pas vous accuser. Et le conseil communal ne le fera certainement pas. Vous êtes le propriétaire de la moitié des terrains de la région. Pour y planter de la sauge et du houblon, n'est-ce pas? C'est de cela qu'il s'agit. D'argent, de bière et de terrain. Je suis venu vous saluer au nom de tous les fantômes du Viroimbal et de la région. Vous êtes venu ici pour combattre le mal, et vous l'avez terrassé. J'ai fait mon métier. Garde-chasse est mort, et Termite le Rebouteux est mort lui aussi. Et Terlic, au bouteux, il était peut-être innocent. Sans doute innocent. Qui aurait tué sa fille alors? Je ne sais pas. Un autre assassin ou Terlic lui-même? L'abusé de sa première fille, il a recommencé avec la deuxième. Rien ne le prouve. J'ai bien vu les traces rouges autour de son cou. J'ai envoyé une lettre à la guilde des Rebouteux. La tige de nos signes sert bien à guérir de la grippe. Et elle laisse toujours des traces rouges après son passage. Toujours. Le mal prend des détours inattendu. Vous parlez du mal comme d'une personne réelle. Et c'est une personne réelle pour nous les fantômes. Le mal est aussi réel, aussi tangible que le soleil ou la pluie. Je vais pouvoir dire aux petites victimes que vous l'avez vaincu. Elles pourront ainsi se dissoudre dans le néant et connaître le repos. Au revoir, concierge. Vous nous quittez? Comme un voleur. Beaucoup de gens dans ce village préfèrent que je parte sans les saluer. Pour toi, évidemment, je suis venu. Tu vas me manquer. On aura passé de bons moments ensemble. Je pourrais partir avec toi. Et ton hôtel? Il ne marche plus cet hôtel. Ignace Fontaine me l'a racheté. Tu as été mon seul client pendant 1 an. Beaucoup de gens vont venir dans les semaines et les mois à venir. Des importateurs, des marchands, des escrocs. Ils auront besoin d'un hôtel pour dormir. Ignace Fontaine s'en occupera. Moi, je ne peux plus rester ici. Ça me rappelle trop mon mari et l'époque d'avant la peste rouge. Et nous nuits ensemble, belle Tu hôtelière. ne veux pas que je t'accompagne? En ville, j'ai une femme et 2 enfants. Tu les as quittés. J'aimerais les retrouver. Même si certaines choses sont cassées à jamais, d'autres peuvent être réparées, peut-être. Je n'étais qu'une aventure, une coucherie. Je suis trop âgé pour pouvoir coucher. Tu es un homme cruel. Je suis un homme juste. Tu veux me détruire comme tu as détruit ce village. Comment peux-tu dire cela? J'ai fait justice. Pour les pauvres. Les pauvres ne font pas partie de ce village. Les puces ne font pas partie du chien. On ne guérit pas les puces quand c'est le chien qui est malade. Tous ces pauvres que tu as défendus pendant 1 an, ce n'était que de la vermine. Des bouffeurs de pommes de terre, des voleurs de racines et de champignons. Des voleurs de champignons? Pour subsister, les pauvres cueillent des champignons. Or, certains champignons entrent dans la composition de la bière bleue. Pour répondre à la demande, Ignace Fontaine en aura besoin des tonnes de champignons. Il doit chasser les familles pauvres du village. Si le garde-chasse tuait les fillettes pauvres, c'est parce que Ignace Fontaine le commandait. Si le garde-chasse tuait les fillettes pauvres, c'est parce qu'il savait que le conseil communal ne se dérangerait pas pour elles. Et comme par hasard, ça a arrangé Fontaine. Les hasards existent. Toi aussi, tu te ranges derrière Fontaine. Tu pourrais rester ici et le coincer. Le conseil communal ne fera pas mon enquête. Je te paierai, moi, sur mes économies. Ce sera du temps et de l'argent inutiles. Ignace Fontaine a fait tuer 7 petites filles. Rien ne le prouve. J'ai constitué un dossier de plusieurs milliers de pages.
Ce dossier est clos. On n'y trouve rien. Rien qui indiquerait que c'est Ignace Fontaine qui poussait le garde-chasse à tuer cette petite fille. Ce n'est qu'une théorie. On pourrait en faire une centaine d'autres de théories. Mais rien dans la réalité juridique ne pourrait les étayer. Mais alors, à quoi nous servent toutes ces lois? À quoi vous nous servez, vous les juges? Je ne sais pas. Mais on n'a rien trouvé de mieux pour parvenir à vivre ensemble. Tu ne veux pas vivre avec moi? Non. Je t'en prie, reste. Au revoir, belle hôtelière. Fous le camp, sale lâche! J'ai quitté le village de Treille le 5 avril. Le 7, la peste rouge ravageait tout le village. De tous les témoins que j'ai interrogés, n'a survécu qu'une vache, une blanche avec quelques taches noires vers l'avant. Le secret de la bière bleue s'est perdu à jamais. Dommage. J'aurais bien aimé en boire une dernière avant de mourir.